L'Union européenne, et notamment l'Allemagne, puisque l'Allemagne, c'est la superpuissance économique de l'Union européenne, nos relations au niveau national en tant qu'Égyptiens et nos relations au niveau géopolitique en tant que région, nos échanges, notre commerce et beaucoup d'autres aspects, que ce soit des aspects relatifs à la lutte contre le terrorisme, à la reconstruction de la Syrie, à la situation en Libye ou autres aspects nous concernant. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Cherif Amir, professeur en géopolitique ou chercheur en géopolitique. Dr Cherif Amir, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Tout d'abord, l'Allemagne et le rôle qu'elle est susceptible de jouer en matière de sécurité dans la région vis-à-vis de la Libye et de la Syrie. Quelle est la position actuelle de l'Allemagne ? L'Allemagne, bien évidemment, elle est maintenant le leader de l'Union européenne. Bien qu'on parle souvent en France en disant le moteur ou le couple franco-allemand qui gère l'Union européenne, mais en réalité, c'est l'Allemagne qui prend la décision parce que ça concerne toujours la question monétaire, c'est-à-dire est-ce que l'Europe va intervenir dans une telle région, est-ce qu'il y a l'argent ou non, donc c'est l'Allemagne qui décide. L'Allemagne a été présente sur tous les dossiers depuis longtemps, sur la question syrienne, sur la question libyenne. L'Allemagne était concernée par le combat du terrorisme parce qu'on a vu que lorsqu'il y a eu le flux de réfugiés de la Syrie et aussi de la Libye, c'était l'Allemagne qui a accueilli un nombre assez remarquable concernant ces réfugiés. Et maintenant, l'Allemagne vit une crise sociale à cause de cette question. Parce qu'il y a beaucoup de points d'interrogation sur ce soi-disant réfugiés. Est-ce qu'il y a parmi eux des combattants des Daesh? Et c'est avéré qu'il y a certains qui ont pu infiltrer non seulement l'Allemagne, mais l'Union européenne, parce qu'il y a l'espace Schengen. Donc, ils ont pu être présents en France, en Italie et ailleurs. L'Allemagne a aussi une présence dans cette région dans le côté de renseignement. Et ça, c'est l'angle qui a rapproché un pays comme l'Allemagne avec un pays comme l'Égypte. Parce que pour avoir une puissance de renseignement, sachant que l'Allemagne n'a pas vraiment une puissance militaire, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, donc sa puissance militaire n'est pas présente, c'est plutôt le renseignement. Il faut avoir un service assez fiable avec qui ils peuvent travailler, et c'était toujours l'Égypte. Parce que le combat du terrorisme, c'est une guerre de renseignement avant tout. C'est une guerre d'information. C'est une guerre qui est menée par des réseaux clandestins, parfois par des alliés, parce qu'on a vu par exemple que les États-Unis, qui sont un allié des Allemands, mais il y a eu quand même des aides qui ont été facilitées pour Daesh et d'autres groupes à un certain moment, alors pour combattre le régime syrien. Donc, c'est un jeu, soi-disant, très sale, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires, donc les renseignements jouent un rôle très important. Là, l'Allemagne utilise une arme, c'est toujours l'investissement d'être présent comme une puissance économique. Mais cela ne veut pas dire que c'est l'Allemagne uniquement économique. Non, c'est géopolitique. Elle veut être une puissance géopolitique comme la Russie, comme les États-Unis, dans cette région, au nom de l'Europe parfois et au nom de l'Allemagne plutôt clairement comme ça. Et à votre avis, quelle est la raison pour laquelle l'Allemagne ne souhaiterait pas du tout intervenir dans la reconstruction de la Syrie? Sa déclaration a été faite ce matin. Et cette déclaration était assez choquante pour certains et assez soulageante par exemple, pour la Russie, qui ne souhaite pas voir les puissances occidentales présentes sur la scène comme il l'a été. Bien sûr, pour répondre à votre question, c'est une excellente remarque parce que c'est un changement de l'équation dans la région. L'Allemagne ne veut pas montrer qu'elle va changer le camp après avoir décidé d'être contre Bachar el-Assad. Et soudain, maintenant que Bachar el-Assad est président légitime de la Syrie, et que Damas est maintenant en train de regagner le terrain et regagner la souveraineté,
elle ne veut pas vraiment, l'Allemagne, montrer qu'elle a changé de camp. Surtout, comme je viens de dire, il y a un nombre de réfugiés assez important au sein du territoire allemand. On ne sait pas qui sont ces gens-là. On sait qu'il y a certains d'entre eux qui étaient infiltrés de Daesh et qui sont maintenant en Allemagne. Donc je crois que les Allemands, ils ont calculé l'affaire par rapport à leur sécurité interne et par rapport aussi à leur intérêt dans la région. Ils ne veulent pas être mêlés dans une reconstruction que eux, ils ne sont pas présents sur le territoire. Par exemple, on peut comprendre que les Russes font leur reconstruction parce qu'ils ont leurs troupes là-bas. Les Iraniens, ils ont commencé à faire certaines villes là-bas, mais d'une façon sectaire, chiite, à les reconstruire. Les Turcs, maintenant, ils veulent rendre la partie nord-est en tant que partie turque. Donc, il y a des présences de troupes simultanément à la reconstruction. Les Américains, bien sûr, ne veulent pas intervenir là-dessus, sauf que Donald Trump était très clair. Il a réitéré aujourd'hui ce qu'il a dit. Il a dit, nous sommes là pour les puits de pétrole. Et ils ont mis maintenant les batteries des missiles. Ils ont dit, ça, c'est notre construction économique. Encore une fois. Voilà. C'est-à-dire, Bah oui. est-ce que c'est un deuxième scénario irakien? Bah, il a dit Donald Trump, ironiquement, il a dit, bah oui, j'aime le pétrole. Ça nous intéresse. J'ai envoyé 10 000 soldats qui sont présents maintenant. Aujourd'hui, il a déclaré, à la même heure que l'Allemagne a déclaré qu'elle ne va pas participer dans la reconstruction, lui, Donald Trump, il a dit, bah, écoutez, nous, on a déployé des missiles, on est prêt, le Pentagone l'avait dit il y a quelques heures, on est prêt à défendre tous les puits de pétrole syriens que nous contrôlons maintenant pour l'intérêt américain. La Russie, elle a dit que le puits de pétrole rend aux Américains par jour 30 millions de dollars. Alors imaginez cette ressource. Ce sont les Américains qui ont le droit de l'utiliser et de prendre l'argent? Bah, parce que leurs troupes sont là. Voilà ce que je voulais dire. C'est un enjeu géopolitique. Vous avez des puissances militaires sur le terrain, donc vous pouvez reconstruire, détruire, faire la guerre, faire la paix, réconciliation et tout ce que vous voulez. Docteur Cherif Amir, que craignent les pays du Golfe dans ce cas? À leur manière, évidemment. Ce n'est pas exactement le scénario syrien, bien sûr. Le mot-clé, c'est l'Iran. Toujours l'Iran, la République islamique de l'Iran. Il y a une question qui est maintenant l'argent qui a été dépensé sur, soi-disant, les milices anti-Assad. Bon, c'est perdu, c'est dans l'air, c'est pas grave. Il y a d'autres ressources pour que ce soit l'Arabie Saoudite ou pour les Émirats. Sauf que la question qui se pose maintenant, est-ce que l'Iran maintenant a une présence assez de facto sur le terrain? Est-ce que c'est oui ou non? Maintenant, on voit qu'il y a des forces de Hezbollah là-bas. C'est pour cela maintenant, il y a une poussée d'une façon assez tacite comme ça, de la façon qu'on voit des mouvements populaires au Liban et en Irak, où il y a la présence iranienne de Hezbollah et des puissances chiites là-bas, pour déstabiliser ces deux régions. Et en même temps, il y a eu la signature d'accords de paix, entre guillemets, accords de paix entre les factions yéménites. Et ce n'est pas stable. Alors je crois que les pays du Golfe, comme ils ont compris que le territoire syrien ou la guerre syrienne est menée maintenant et gagnée par la Russie, par la Turquie, par l'Iran, qui sont les trois des alliés sur le dossier syrien, alors ils ont compris maintenant que l'Iran est présente. Il faut alors trouver une solution pour déstabiliser le Hezbollah au Liban, déstabiliser les chiites en Irak. Et les pays du Golfe jouaient une carte qui était pour eux, malheureusement pour eux, brûlée, c'était la carte des Kurdes. Qu'à un certain moment, il fallait utiliser les Kurdes pour nuire aux Iraniens, nuire aux Turcs, et aussi avoir une présence américaine, puissance de l'Arabie Saoudite et de ces pays-là dans cette région. Or, on a vu ce qui s'est passé avec les milices kurdes. Maintenant, ils sont en train de se retirer. Donc, cette carte a été brûlée. Donc, la question syrienne, bien sûr, les pays du Golfe, ils ne vont pas s'investir rapidement dans la reconstruction, sauf si
Le seul pays qui a vraiment le manœuvre dans tout cela, c'est les Émirats. Ils trouvent, s'ils ont un intérêt à avoir un pied dans la reconstruction de la Syrie, ils vont le faire. On a vu que maintenant, ils ont commencé à dialoguer avec les Iraniens sur des questions de frontières. Ils veulent relativiser la dispute avec les Iraniens. Bien sûr, le Qatar en sait leur position depuis longtemps. C'est une position hostile à tout le monde arabe maintenant. Tantôt pro-iranien, tantôt pro-israélien, tantôt pour les frères musulmans. C'est un cas spécial. Mais pour les Émirats et l'Arabie saoudite, je crois qu'il y a une différence d'analyse. Les Émiratis, ils vont travailler avec leur intérêt, que ce soit sur le territoire syrien ou ailleurs, mais l'Arabie saoudite ne va pas se précipiter dans cette question. Puisque nous parlons de géopolitique, apparemment, comme vous l'avez dit, la carte géopolitique de l'Union européenne va être modifiée compte tenu de la position allemande en ce qui concerne le Proche-Orient. Nous avons des intérêts en matière de géopolitique avec les pays du bassin de la Méditerranée, en matière de lutte contre le terrorisme, en matière de changement climatique, en matière d'échanges commerciaux. Dans quelle mesure nous serons-nous, en tant qu'Égyptiens, affectés par ce changement géopolitique au sein de l'Union européenne? D'abord, à l'heure actuelle qu'on parle, il y a des manœuvres maritimes entre l'Égypte, la Chypre et la Grèce. C'est une alliance redoutable dans la région est de la Méditerranée. C'est un message très clair à la Turquie. Notre ministre de Défense a déclaré haut et fort dans sa visite pendant les manœuvres militaires qu'on ne va jamais accepter que les droits maritimes d'un pays allié comme le Chypre soient bafoués comme ça, bouffés comme ça par la Turquie. On ne va pas l'accepter parce que nous avons des frontières maritimes qu'on a acceptées économiquement entre les trois pays. Que Erdogan le refuse, c'est son propre problème, mais il n'a pas le droit à transiger contre le droit international et les accords des pays littoraux et les accords des pays régionaux, parce que la Méditerranée, ce sont les ressources gazières, c'est un accord des États est reconnu dans la communauté internationale. N'oublions pas que la Chypre et la Grèce sont des pays membres de l'Union européenne. Alors, ce qui touche la Grèce ou qui touche la Chypre économiquement, militairement même, ça va toucher toute l'Union européenne. La question ici, comme vous venez de signaler, la position de l'Allemagne qui commence à s'éloigner de ça après aussi la sortie de l'Angleterre avec le Brexit. Donc il y a une fragmentation qui est en train de se manifester de l'Union européenne du côté politique et diplomatie. Je crois aujourd'hui, par exemple, ce matin, il y a eu une déclaration du président français Emmanuel Macron sur la question de l'OTAN, qui est aussi une alliance plus large, qui contient les pays européens, les États-Unis et la Turquie. Il a dit que, à mon avis, c'est une déclaration historique. Il a dit que l'OTAN actuellement est en état de mort cérébrale, c'est-à-dire que c'est de facto mort, qui ne travaillent pas ensemble, ils ne peuvent pas travailler ensemble. L'Union européenne est en fracture très grave avec la Turquie, avec Erdogan, qui fait toujours le surenchère et le chantage. Il a même dit, il a dit à l'Union européenne, sur le pays de bassin méditerranéen, si vous allez appeler mon intervention militaire en Syrie en tant qu'invasion, je vais ouvrir les portes de nos frontières pour laisser passer tous les réfugiés chez vous. Alors, on sait très bien que cette menace a été faite avant. L'Allemagne surtout a souffert, même l'image d'Angela Merkel a souffert à cause de cette affaire. Ils ne sont pas prêts à faire face à cette fracture. Donc la déclaration d'Emmanuel Macron sur l'OTAN, les manœuvres maritimes entre l'Égypte et les deux pays de l'Est de la Méditerranée, l'intervention de la Turquie au nom de l'OTAN dans ces pays nos voisins dans la région, montre que l'équation est en train de changer. L'équation maintenant, dans les bassins de Méditerranée, il y a des forces qui en sont en déclin, parce que tout simplement, on a maintenant
la Russie qui vient de faire aussi des manœuvres maritimes dans la Méditerranée. Donc maintenant, c'est la puissance militaire qui joue, ce n'est pas uniquement la géographie, c'est-à-dire l'Italie, ils sont calmes, tout le monde sont calmes, ils disent les Français ne font rien, personne ne bouge, il n'y a que les Égyptiens, les Turcs, les Israéliens, les Chypriotes, les Grecs et les Russes. Ce sont les factions ou les États forts présents dans la Méditerranée. Alors que les autres pays, ils sont, entre guillemets, en train d'observer, c'est tout. Alors je trouve que, bien sûr, l'équation change. La question de collaboration maritime ou collaboration du bassin méditerranéen, l'Égypte, c'est un pilier. On a eu les Mistral, on a eu toute cette force-là pour combattre l'immigration clandestine, combattre le terrorisme. Le président Abdel Fattah el-Sisi est un homme de parole. Il ne fait jamais le chantage comme les dictateurs turcs Erdogan. On a dit à nos partenaires européens, écoutez, on va travailler avec vous, mais vous devez être franc sur la question de combattre le terrorisme. C'est-à-dire l'Égypte a une question très spéciale de combattre le terrorisme avec ses lois. Il ne faut pas intervenir dans nos affaires internes au nom du droit de l'homme, mais il faut coopérer avec nous pour combattre les mouvements terroristes. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais les forces que je viens de citer sont les forces présentes sur la scène. À votre avis, quels sont les points forts de nos échanges commerciaux avec l'Allemagne et de nos investissements avec l'Allemagne? D'abord, bien sûr, on a vu le méga projet de Siemens. C'était les premiers pas de développement économique que le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré. Maintenant, on a un centre de production d'électricité énorme qui nous fait l'autosuffisance. On a le secteur du canal du Suez où on attend aussi les investisseurs chinois, russes et allemands. Il y a maintenant, bien sûr, l'industrie automobile. On a Daimler de Mercedes-Benz qui va venir en Égypte, réinaugurer parce qu'ils ont fermé à un certain moment leur usine ici en Égypte au moment où il y a eu cette perturbation économique et sécuritaire. Mais avec l'arrivée du président ici, tout était clair pour eux, que la zone est en sécurité totale, que l'Égypte est sérieuse dans les étapes de développement économique, dans les mesures qu'on va prendre. Quoi que ce soit, ce sont des mesures assez lourdes, mais il faut les prendre. Alors, ils étaient sûrs que l'Égypte est sérieuse dans ses intentions. Et bien sûr, le caractère charismatique du président ici a facilité le contact. Et là, maintenant, on a l'automobile, l'industrie automobile Mercedes qui sera en Égypte, c'est-à-dire le rassemblement des parties de voitures, ça sera ici, pour le Moyen-Orient. Alors, là, on fait une contre-puissance économique par rapport à la Turquie, par exemple. Que maintenant, la Turquie, on sait qu'il y a maintenant des troubles là-bas, alors que l'Égypte, c'est la stabilité. Alors, les Allemands, qui sont des alliés très étroits avec les Turcs, ils ont commencé à changer maintenant le point de vue selon leur intérêt économique. Ils trouvent que l'Égypte maintenant est en train de s'approcher des partenaires européens et aussi l'Égypte c'est le portail pour l'Afrique parce qu'on a vu le sommet Afrique-Russie qui a eu lieu, où le président ici était le président de l'Union africaine avec son homologue russe, le président Vladimir Poutine. On a vu que la Russie maintenant a une porte pour l'Afrique. Alors ça va intriguer aussi les Allemands. Ils vont commencer aussi à parler avec l'Égypte. Ils ont déjà commencé à parler avec l'Égypte sur la participation dans le développement de cette partie de l'Afrique. N'oublions pas aussi que dans le combat du terrorisme, l'Égypte, lorsqu'elle a commencé à appeler la communauté internationale à aider le maréchal Khalifa Haftar pour combattre les factions terroristes, la chancelière allemande Angela Merkel a appelé le président Sisi pour coordonner avec lui s'il y a maintenant des étapes sérieuses pour la reconstruction de la Libye, comment fortifier la Libye contre le terrorisme. Donc, il y a un intérêt géoéconomique
sécuritaire et aussi économique entre l'Égypte et l'Allemagne qui est en train de s'élargir parce que l'Égypte c'est un pays pilier, que nos amis le veulent ou non, mais c'est la réalité. N'oublions pas aussi que la question de l'Éthiopie, avec le barrage de Renaissance, on aura besoin aussi non seulement de la Russie et des États-Unis, on aura besoin aussi de l'Union européenne à participer. Et en matière d'immigration? En matière d'immigration, bien sûr, tout a commencé par la Libye. Et il fallait une force qui combatte le terrorisme là-bas parce que le terrorisme, il est financé souvent par les mafias ou les réseaux qui sont des réseaux de trafic d'armes, réseaux de prostitution ou réseaux de drogue et aussi le réseau d'immigration clandestine. Vous ne pouvez pas imaginer le taux d'argent qui a été récolté sur le dos des pauvres gens qui veulent aspirer à une nouvelle vie et qui arrivent. Et maintenant, on a vu les bateaux qui coulaient avec des dizaines des familles africaines dans les bassins de Méditerranée. Alors, je crois que l'Égypte a fait comprendre à l'Union européenne que la stabilité de cette région sud du bassin, c'est-à-dire l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, ça va assurer votre porte arrière. Et vous pouvez comprendre que l'Égypte est votre partenaire fiable. Ce n'est pas le chantage, mais c'est la coopération, la collaboration, en gardant en principe, en numéro un, la priorité de l'Égypte, c'est la souveraineté de l'Égypte. Donc la souveraineté et la collaboration en coordination avec nos amis européens. Donc le combat d'immigration clandestine, c'est la clé qui a maintenant bouclé le financement du terrorisme. Docteur Cherif Amir, vous êtes professeur et chercheur en géopolitique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avant de clôturer, nous avons